de l'actualité de ce samedi, Assemblée générale de Kel Ansar et alliés du Mali, occasion pour les participants de prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, surtout en cette période de difficulté pour notre pays. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Fin du marché des innovations et des technologies agricoles du 20 au 24 octobre. 300 participants venus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont échangé sur les innovations agricoles. Des prix ont été également décernés aux chercheurs ayant fait preuve de leur créativité. Lancement ce samedi de la journée de consultation et de dépistage gratuit pour le diabète, l'hypertension, le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Les détails dans ce journal. L'actualité nous amènera également à Kidal, où le gouverneur a accueilli des populations de retour dans leur localité. Après des années, il leur a remis des kits alimentaires et apporté le soutien des autorités. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps de l'actualité sur ORTM 1. Parlons tout d'abord de cette Assemblée générale de Kel Ansar et alliés du Mali prônent la paix et le vivre ensemble tout en réaffirmant leur attachement à leur pays et aux autorités. Plusieurs activités dont des panels sont au programme de cette Assemblée générale. Des invités venus de la Mauritanie et du Niger ont également tenu à exprimer leur solidarité aux organisateurs. Le compte-rendu de Alousseni Touré. C'est dans une atmosphère de cordialité que s'ouvre cette Assemblée générale des Kel Ansar, dont les origines remontent à Ansar en Arabie Saoudite. Les Kel Ansar disent partager beaucoup de liens avec les communautés Bagayoko et Santara qu'ils considèrent comme une partie intégrante de leur communauté. Le chef de la grande communauté Ansar a tenu à rassurer toute la communauté nationale de la volonté des Kel Ansar à vivre en parfaite cohésion avec leurs frères maliens et cela depuis des siècles. L'attachement des Kel Ansar à la patrie ne date pas d'aujourd'hui. Avant l'indépendance et après les indépendances, les chefs Kel Ansar ont toujours défendu la patrie avec courage et honneur. Yamanokal Ngona, héros de la résistance, a combattu le colon jusqu'à son dernier souffle et tomba en martyr à Farache, sous les balles de l'occupant. Plus tard, Yamanokal Mohamed El-Mehdi Gattaher, député du Soudan, représentant du Soudan à l'OCRS, a porté haut la voix de notre pays sur la scène africaine. Il fut un des principaux artisans de l'échec du projet de l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, qui visait à détacher une partie du territoire malien au profit de la puissance coloniale. Bajan Aghamatou, autre responsable communautaire, a abondé dans le même sens quant à la volonté de vivre en parfaite symbiose avec les autres frères du pays. J'ai vécu la période de la colonisation avec les séquelles de ce que la chefferie du Sahel a vécu avec la pénétration coloniale. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à des étrangers. Monsieur le ministre, les chefs traditionnels. Un chef traditionnel, c'est un homme, normalement, qui doit obligatoirement incarner toutes les valeurs, surtout les valeurs de vérité. Un homme qui n'a pas le droit de mentir, un homme qui n'a pas le droit de tricher, un homme qui n'a pas le droit de trahir. C'est ça un chef. Et je voudrais dire à tous les chefs présents ici que c'est ça que vous devez être. C'est comme ça que vous devez vivre avec le peuple malien. Les invités venus de la Mauritanie et du Niger ont apporté leur soutien à la démarche des Kel Ansar consistant à s'intégrer à la communauté nationale dans le cadre du vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Notre grande famille puise sa force dans la solidarité, le respect et la fidélité aux valeurs transmises par nos ancêtres. Ces valeurs nous rappellent que la cohésion sociale et la paix ne sont pas des simples mots, mais des engagements quotidiens. Des choix que chacun de nous doit faire pour renforcer l'unité et la confiance au sein de notre communauté. Nous savons que les défis sont nombreux,
Le dialogue mutuel est le pilier de la stabilité au Sahel, dira le ministre Hamdou Aguilien, président de l'association Tamouzok, qui réunit l'ensemble des communautés du pays. À cet égard, il convoque la culture comme l'un des éléments essentiels de sauvegarde de notre appartenance commune à la nation malienne. Tamouzok sait que la communauté Kalansar, par son histoire, sa sagesse et son attachement profond aux valeurs humaines, demeure un pilier de la stabilité du Sahel et une composante essentielle de la nation malienne. Frères Kalansar, vous êtes les gardiens d'un héritage précieux, transmis avec fierté de génération en génération et porteur d'un message de tolérance, d'équilibre et d'unité. Dans les cadres particuliers que traverse notre pays, le Mali, il est plus que jamais nécessaire de nous retrouver, de dialoguer et de nous écouter mutuellement. Les défis auxquels nous faisons face, qu'ils soient sécuritaires, sociaux ou économiques, ne pourront être surmontés que dans l'union et la réconciliation. Je suis venu vous dire, avec conviction, mais humilité, que la paix est possible et qu'elle commence ici, entre nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. La paix naît du respect de l'autre, de l'acceptation des différences et de la volonté partagée de bâtir un avenir commun. Le parrain de l'événement a saisi l'opportunité pour sonner l'unité des Maliens et leur demander de rester derrière les autorités. Il est extrêmement important de savoir que les communautés sont au service de l'État. L'État est constitué de communautés et chaque communauté doit se sentir concernée. Et tout ce qui concerne la paix et la réconciliation, forcément, je suis là, j'accompagne, je coordonne et je suis. Je remercie vraiment les Kelansar d'avoir placé cette Assemblée générale sous le thème de réconciliation, cohésion sociale et défense de la patrie. Les travaux se poursuivent avec des panels thématiques réservés à la paix et à la cohésion nationale dans notre pays. Et cette prouesse des FAMA, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations de surveillance aérienne du territoire national. Hier, 24 octobre 2025, dans la région de Tombouctou, suite à la surveillance et à la filature de mouvements suspects, une frappe a été effectuée avec succès sur un groupe armé terroriste en réunion dans le secteur de la colline de Farache. Dans la même zone, après une demi-heure de poursuite et de surveillance, un second regroupement de 7 combattants a été neutralisé non loin du premier point. Aujourd'hui, 25 octobre, dans la région de Mopti, lors de la surveillance aérienne du trafic fluvial et routier, un groupe armé terroriste a été observé en train de débarquer des fûts d'une pirogue à Kona. Il a été frappé avec succès. L'état-major général des armées salue la réussite des différentes missions de surveillance du territoire national et rappelle à la population que ces opérations se poursuivent de nuit comme de jour. Force à nos femmes et que Dieu vous bénisse. Aussi, je le disais en titre, fin du marché des innovations et des technologies agricoles qui s'est tenu à Bamako du 20 au 24 octobre 2025, couplé à la deuxième édition du prix d'innovation Abdoulaye Touré. Les chercheurs qui ont fait preuve de créativité dans le domaine des technologies agricoles porteuses d'impact ont reçu des prix. Plus de 300 participants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris part à cet événement, un rendez-vous marqué par l'érection de plusieurs stands et la tenue de plusieurs panels liés aux innovations agricoles. Les détails de la cérémonie de clôture avec Alousseni Touré. 33 technologies dont 9 pratiques, 8 équipements et 14 produits biologiques, 24 engagements d'achat par les pays, ce sont là quelques résultats attribuables à cette 5e édition du MITA, le marché des innovations et des technologies agricoles. Au titre des récompenses, le premier prix de l'innovation Abdoulaye Touré a été attribué à M. Guema Bantana du Togo, inventeur de la récolteuse décortiqueuse de courges. Le deuxième prix a récompensé la Sénégalaise Mariam Faye, porteuse de Silicodema, une technologie qui permet de lutter contre les insectes et les pathogènes des plantes. Dans la catégorie des innovations en matière de financement du commerce agricole adéquat,
Le premier prix est attribué à Tankwano Abel du Burkina pour son innovation sur la valorisation des pommes d'acajou. Madame Ndiaye Hélène du Mali enlève quant à elle le deuxième prix de cette catégorie pour son innovation relative à la solidarité dans un réseau unique de producteurs. Ces innovations ont été sponsorisées par la Banque mondiale. Le Mali a également attribué des prix à ses créateurs, ainsi 3 prix et 2 prix spéciaux ont été attribués à nos inventeurs. Les prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré, décernés cette année, ont une fois de plus illustré le génie africain à travers des solutions locales à fort impact. Mesdames et messieurs, ces moments forts du MITA 2025 à Bamako nous rappellent que l'innovation ne peut être dissociée de la collaboration. Pour que les technologies développées dans nos laboratoires et nos start-up atteignent les producteurs sur le terrain, nous devons renforcer les ponts entre la recherche, la vulgarisation, les politiques publiques et les autres acteurs de développement, y inclus le secteur privé. Le CORAF suggère, pour les 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui le constituent, une intégration du transfert de technologies et innovations agricoles dans les politiques. Cette édition 2025, placée sous le thème, je cite, « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des sols », fin de citation, a mis en exergue plus d'une trentaine de solutions éprouvées issues des centres nationaux de recherche, du secteur privé, des start-up et des programmes régionaux. Ces innovations ont trait aux biofertilisants, biochar, compostage rapide, capteurs intelligents et aux solutions afférentes à la restauration des terres agricoles. Toutes ces innovations énumérées sont prêtes à être mises à échelle. En outre, elles témoignent de la capacité de nos pays à régénérer 50 millions d'hectares de terres dégradées et à promouvoir la restauration de la santé des sols, gage de l'atteinte durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays respectifs. Le marché des innovations et technologies agricoles 2025 a réuni plus de 300 acteurs et actrices de la profession agricole venus de 23 pays. À travers les panels ministériels sur les politiques pour faciliter l'acquisition et le déploiement des technologies et innovations agricoles, les sessions B2B, les expositions et la visite du parc technologique de Sotiba, chacun a pu constater que la coopération scientifique et économique régionale est la clé pour accélérer l'adoption des technologies agricoles et construire une agriculture régénératrice et inclusive. Avant de clore les travaux, le ministre a annoncé la remise du témoin de l'organisation du prochain MITA à la République de Sierra Leone, ce qui a provoqué une explosion de joie au sein des participants de ce pays. Lancement ce samedi de la journée de consultation et de dépistage gratuit par la ministre de la Santé et du Développement social. Il s'agit de consultations de médecine générale, du dépistage du diabète, de l'hypertension et des cancers du sein, du col de l'utérus. Des médicaments ont été également remis au cours de ce lancement. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibi. L'esplanade du 26 mars transformée en hôpital le temps d'une journée de consultations gratuites. Les consultations et dépistages concernent le diabète, l'hypertension, le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Je suis venue me faire consulter parce que j'ai senti une boule au niveau de mon sein. Je remercie Madame le ministre d'avoir permis à nous qui n'avons pas les moyens de nous faire consulter gratuitement. Les médecins du jour ne sont autres que la ministre de la Santé et du Développement social et son aide-soignant, le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Les consultations et dépistages sont suivis de remises de médicaments. Cette journée, c'est une consultation de masse pour essayer de voir les pathologies les plus courantes, telles que le diabète, l'hypertension, les pathologies digestives et les toux. Donc, c'est une journée marathon
parce qu'on a toutes les spécialités qui sont là. Et parfois, on ne donne pas de médicaments, mais on donne juste des conseils. Parce qu'il y en a qui sont tout est normal, mais on donne quand même des conseils pour éviter. Lorsqu'on a la santé, on a tout en réalité. Tout est basé sur la santé. Et aujourd'hui, le fait de s'occuper des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire tout seul, et qu'aujourd'hui on les consulte, on les conseille, on leur donne des médicaments si nécessaire. Je pense que c'est une chose extraordinaire qu'on ne devrait peut-être même pas garder à un seul mois, on devrait lui donner les 12 mois. C'est une journée entière qui sera consacrée à la consultation et au dépistage. Ce geste gratuit entre bien évidemment dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Santé et sport riment ensemble. Le traditionnel rendez-vous sportif bi-hebdomadaire du ministère en charge des sports, dénommé Jour en forme, bouge avec ton ministère, a été respecté hier au stade Mamadou Konaté. La séance de fitness du jour était d'ailleurs consacrée à la sensibilisation contre le cancer du sein et du col de l'utérus. On en sait plus avec Mohamed Naman Keita. C'est un stade de Mamadou Konaté aux couleurs roses qui a accueilli Jour en forme bouge avec ton ministère spécial fitness rose ce vendredi 24 octobre. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, initiateur de l'événement, a pour invité vedette du jour son collègue de la santé et du développement social. Les deux membres du gouvernement trouvent sur place des anciennes gloires du sport au Mali et moult personnalités prêtes à brûler des calories. Depuis le début de la journée, 2 cabines de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus reçoivent des patients. Au passage des 2 ministres, une trentaine de femmes se sont édifiées sur leur statut. Place à la séance de décressage du jour. Sur la piste, la cinquantaine de participants bougent suivant le rythme du DJ sous les consignes du coach. Si l'invité principal n'est pas en tenue correcte, elle a quand même bien mouillé les maillots. Ce n'est pas son collègue des sports qui dira le contraire. Nous sommes dans un mois très spécial, solidarité, octobre rose. Ça permet en même temps que nous faisons du sport de sensibiliser. Je pense que aujourd'hui, Madame le ministre de la Santé, elle est en train de faire de grands efforts à tous les niveaux, vous le voyez depuis le début de ce mois, au niveau de la solidarité, mais au niveau également du cancer du col de l'utérus. Donc, pour nous, c'est le cadre également de montrer notre témoignage, notre soutien par rapport aux efforts qu'elle est en train de faire. Je remercie d'abord le ministre des Sports qui est toujours à 200 degrés à l'heure. Donc aujourd'hui, vous voyez, il paraît que vous faites fitness chaque mercredi, chaque vendredi. Il a décidé qu'aujourd'hui, ça sera fitness rose pour nous accompagner pour la sensibilisation et le dépistage des cancers féminins. C'est comme on le dit, mêler l'utile à l'agréable. C'est donc avec un sentiment d'avoir accompli un petit pas dans la semaine pour un grand pas dans la santé que les participants à ce fitness rose se sont dit au revoir. Pénurie d'hydrocarbures. Devant les stations-service, les fils s'allongent, la peur s'installe, menace de virer à la crise. Pour y faire face, les autorités déploient une stratégie globale, sécuriser les convois, renforcer l'approvisionnement, multiplier les capacités de stockage et garantir un suivi transparent. Mais comme dans la fable du colibri où chacun fait sa part face à l'incendie, la réponse repose aussi sur la responsabilité et la solidarité de tous, car chaque geste individuel, si petit soit-il, participe à contenir la crise et à préserver le bien commun. La part de chacun, c'est avec Garibou Pérou. Il y a des crises qui révèlent la nature profonde des sociétés, des moments où le vacarme de la peur semble assourdir la raison. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants de tension extrême que se mesure la maturité d'un peuple. La légende amérindienne du colibri n'a jamais été aussi actuelle. La scène est connue, une forêt en feu, un ciel rouge de désespoir, une faune médusée. Les flammes avancent fatalement et les grands animaux, paralysés, se contentent de regarder l'incendie. Seul un minuscule colibri fend l'air, bec chargé de quelques gouttes, il laisse tomber sur le brasier. Les moqueries fusent. Tu crois vraiment que cela changera quelque chose? Mais le colibri persiste obstinément. C'est cette obstination minuscule en apparence qui finit par éveiller les consciences. Les oiseaux les suivent, puis les lions, l'éléphant, la tortue, les singes. Chacun apporte sa part et c'est la somme de ces gestes modestes, bien plus que la force d'un seul, qui éteint l'incendie. Cette fable
loin d'être une étincelle écologique, est une leçon politique et citoyenne. Dans toute crise collective, la tentation est grande de désigner des coupables, d'attendre un sauveur ou de céder à la panique. Mais la vérité est simple, aucune forêt ne sauve seule et aucun incendie ne s'éteint sans la participation de tous. Il faut ici rendre hommage à ceux qui aujourd'hui tiennent la chaîne souvent dans l'ombre, les importateurs qui prennent le risque d'acheminer des cargaisons dans un environnement incertain, les transporteurs et chauffeurs qui sillonnent des routes pour approvisionner les villes, les militaires qui assurent la sécurité des corridors et des dépôts stratégiques, les gérants des stations-service et les pompistes en première ligne face aux files interminables exposant leur matériel et leur santé, les équipes logistiques, forces de sécurité et agents de contrôle, garants de la continuité et de la transparence. À leur manière, chacun d'eux est un colibri. Leur sang-froid, leur patience et leur sens du devoir sont ces gouttes d'eau précieuses, silencieuses et indispensables. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. Elle concerne aussi les usagers et les citoyens. Faire sa part, c'est d'abord refuser la panique et les réflexes égoïstes qui alimentent les pénuries artificielles. C'est soutenir ceux qui tiennent la chaîne plutôt que de les accabler. C'est choisir la vérité face aux rumeurs, la solidarité face aux réflexes de recul. Car tant que la confiance collective est fragilisée, aucune logistique, aussi robuste soit-elle, ne suffira à apaiser la peur. Ce n'est pas la crainte qui éteindra l'incendie, mais bien la somme de nos gestes responsables. Dans les grandes crises, il n'y a pas de rôle trop petit. Le courage du colibri n'est pas d'éteindre seul le feu, mais il est d'allumer l'exemple. À nous désormais de faire donc notre part de responsabilité. Belle leçon de morale à Garibou Pérou. Oui, le Mali traverse une période dure de son histoire et l'ORTM joue sa partition. La rédaction a tendu son micro aux associations Edganda et Tapital Poulakou pour une résilience, un vivre ensemble, la paix et la solidarité. Les deux associations invitent le peuple malien à renforcer davantage son unité, un Mali pour un Mali plus fort et plus prospère. Écoutons successivement Eladji Sékou Mamadi Bari, président du bureau exécutif national de Tapital Poulakou Mali, et Boubacar Nouhoum Diallo, secrétaire général de Irganda. Ils sont au micro de Tamsir Diabati. Notre pays traverse des moments difficiles et contraignants liés à la crise actuelle de carburant. Face à cette situation qui impacte notre vie quotidienne, je voudrais m'adresser à vous avec un message d'unité, de solidarité, de résilience et de calme dans le respect et la compréhension mutuelle. C'est précisément en ce moment d'épreuve que ces valeurs doivent demeurer les pierres angulaires de notre action collective. Cette crise n'est pas sans fin et nos autorités s'attellent à trouver les solutions appropriées. Unis et persévérants, nous gagnerons le meilleur destin de notre pays dans le concert des nations modernes, souveraines et tourner résolument vers l'avenir. Que Dieu bénisse notre pays. En ces moments difficiles que traverse notre pays, le Bureau national de Tapital Poulakou Mali en appelle à l'unité, à la paix et à la cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils du Mali. Le Bureau national invite chaque Malienne et chaque Malien à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération et salue la résilience et le courage du peuple malien face aux épreuves. Il rappelle que le Mali demeure notre héritage commun que nous avons le devoir de préserver et de protéger pour les générations futures. Rien ne vaut la paix. Le Bureau national de Tapital Poulakou réaffirme son attachement indéfectible à la paix, à l'unité nationale et à la cohésion sociale.
Également dans cette édition, dans la région de Kidal, des populations regagnent leur localité après une longue période, je le disais en titre, et le gouverneur de région de Kidal, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Salo, Touzek et Takalot pour accueillir ces populations de retour et leur apporter le message de paix et de cohésion sociale. Il a aussi souligné le soutien des autorités à travers la remise des kits alimentaires. ORTM Kidal, Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Cette sortie fait suite au retour très massif des populations chassées de leurs sites de Salo, Touzek et Takalot par les forces négatives. Le gouverneur de région et sa délégation sont venus apporter le message de paix, de cohésion sociale entre tous les Maliens sur le territoire du cercle de Takalot, suivi de la remise des kits alimentaires. C'est une immense joie pour nous et pour les populations que vous voyez devant vous. Vous recevez aujourd'hui cette grande mission qui est venue les réconforter, qui est venue leur porter un message de paix, qui est venue les rassurer sur leur appartenance, n'est-ce pas, à la République. Il n'y avait personne ici. Mais grâce à la grande détermination de l'autorité régionale, en sa tête le général de division, Eladji Gamou, ici présent, nous voilà à Salo. Qui pouvait imaginer? Nous disons bravo. À Takalot, la délégation du gouverneur a constaté de plus près la démolition totale et complète de certaines habitations par les forces négatives et l'évacuation totale des villages de son contenu. Grâce aux patrouilles et aux missions de sécurisation de nos femmes, ces populations vraiment sont de retour chez elles. Nous avons été chassés de chez nous il y a plusieurs mois pour partir très loin. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes de retour dans notre site avec notre bétail. C'est une occasion unique de remercier nos autorités au plus haut niveau. Nous remercions, moi personnellement, au nom des hautes autorités de notre pays, nos forces armées de sécurité qui ont fait que ces populations commencent à revenir dans leurs villages et dans leurs campements. Soulignons que la mission est composée des autorités administratives, politiques, société civile et l'équipe d'appui à la réconciliation sous la haute vigilance des forces de défense et de sécurité. Actualité AES au Burkina Faso dans le cadre de la semaine régionale de l'artisanat à Tinkodogo. Sur place, le Premier ministre a saisi l'occasion pour encourager les forces combattantes du camp du général Tchemoko Marc Garango. Paul Yabré pour le reportage. Carré d'as du 61e régiment d'infanterie commando de Tinkodogo. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'adresse ici aux forces combattantes au nom du président du Faso et de celui du gouvernement qu'il dirige. Grâce à votre engagement, grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre courage, grâce à votre détermination sans faille, ce peuple, ces populations retrouvent leur dignité. Dans un ton déterminé, le chef du gouvernement a ensuite appelé à la mobilisation et à l'unité de tous les corps engagés dans la défense du territoire. Pour lui, cette unité de cœur et d'esprit est la clé de la victoire finale sur l'ennemi. Le moment est venu de porter le coup de grâce à l'ennemi. Mais nous sommes confiants et nous ne doutons pas un seul instant que cette guerre, nous allons la gagner. Par la suite, le Premier ministre a rassuré les combattants du soutien sans faille du gouvernement. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, tous les moyens seront mobilisés pour renforcer les capacités opérationnelles des forces, en effectifs comme en équipement, a-t-il relevé. J'aimerais également vous rassurer que le gouvernement, sous les orientations du camarade président du Faso, fera tout
mettra tout en œuvre et mobilisé au quotidien pour s'assurer que les conditions et les capacités opérationnelles s'améliorent toujours. Le chef du gouvernement a exhorté les soldats à rester engagés et confiants dans la victoire avant d'invoquer les bénédictions divines et les mains des ancêtres pour la protection des combattants. Et au Niger, les douanes de Niamey et Tillabéri ont effectué 2 importantes saisies des produits prohibés. Il s'agit de 10 bonbons de mercure blanc et de 196 boules de chanvre indien. Cette prouesse de la brigade d'intervention et de recherche des douanes de Niamey et Tillabéri a été saluée par le gouverneur de la région de Niamey, Daouda Hassan. Dans le cadre de l'opération Saronkassa, 2 importantes saisies. La première a été effectuée le dimanche 19 octobre 2025. Elle a permis de mettre la main sur 10 bonbons de mercure blanc. Cette saisie a été opérée au poste de contrôle de Kouré dans un bus public en provenance de Gaïa. La deuxième est intervenue dans la matinée du jeudi 23 octobre 2025 lors d'une mission d'intervention menée près du village de Gesselboli par des éléments de la même brigade qui ont procédé à la saisie de 196 boules de chanvre indien d'un poids total de 196 kg et 2 motos, puis à l'interpellation d'un individu conducteur de l'une des 2 motos. Les 10 bonbons ont été découverts dans une cachette aménagée entre les sièges du bus. Grâce à la vigilance des agents, ils ont pu découvrir les bonbons. Et la deuxième saisie concerne 196 boules de chanvre indien, estimées à peu près à 95 millions. Nous comptons vraiment sur la population pour leur aide, pour que nous continuions à exercer notre mission comme il le faut. La valeur marchande de l'ensemble des produits saisis est estimée à 95 650 330 francs CFA. Nous sommes venus saluer le professionnalisme et le patriotisme des agents des douanes de la brigade d'intervention et de recherche. Ces résultats témoignent une fois de plus de la détermination des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a lutté sans relâche contre toute forme de trafic illicite qui menace nos populations, notre économie, notre sécurité et notre environnement. Nous refermons la page consacrée à l'actualité AIS pour poursuivre avec la formation de 60 bouchers venus des 6 communes du district de Bamako pour une meilleure qualité sanitaire. Une initiative du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Cette formation renforcera sans nul doute leur capacité en matière d'hygiène dans les boucheries pour une viande plus saine et un secteur bétail-viande plus compétitif. Bokari Koulibaly. Loin d'être des médecins, ces hommes en blouse blanche sont bel et bien des bouchers. Mais aujourd'hui, leurs couteaux sont rangés. Leur mission n'est pas de découper la viande, mais d'apprendre à mieux la préserver. À l'initiative du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, à travers le FAFPA, 60 bouchers venus de la capitale prennent part à une session de formation sur l'hygiène dans les boucheries. Une initiative menée en collaboration avec la Fédération nationale des groupements professionnels de la filière bétail-viande du Mali. Ils vont juste améliorer les contenus de comment transporter la viande, de comment conserver la viande et comment donner la viande de meilleure qualité à la population. Et aussi les systèmes de coupe et découpe, vous allez voir qu'ils vont économiser beaucoup. Pendant 5 jours, ces acteurs de la chaîne alimentaire renforceront leurs connaissances sur les bonnes pratiques d'hygiène, un maillon clé pour garantir la sécurité sanitaire des aliments et protéger la santé publique. La viande est consommée dans la quasi-totalité des foyers de notre société. Elle est également vendue dans les dibiteries, les restaurants. Il est donc important, eu égard au nombre élevé de consommateurs, que ceux dont la profession consiste en la vente de viande fraîche
s'approprient les techniques de conservation et d'hygiène nécessaires pour la fourniture d'un produit de qualité. Au-delà du simple apprentissage, l'objectif est aussi économique. Améliorer la qualité de la viande, renforcer la confiance des consommateurs et par ricochet, booster les revenus du secteur. Une viande bien conservée, un espace propre, des gestes maîtrisés, des réflexes simples mais qui, à terme, peuvent sauver des vies. Le ministère de l'Éducation nationale se dote d'une stratégie de communication et un atelier de validation du document s'est tenu ce vendredi, document qui inclut toutes les langues parlées au Mali et met à contribution toutes les compétences. Le reportage est signé Tchemoro Konate. Bientôt, une nouvelle stratégie de communication bien structurée et performante pour mieux coordonner les actions du ministère de l'Éducation nationale. Cet atelier, qui regroupe une trentaine d'acteurs venant de différentes structures, constitue la dernière étape du processus, car devant valider les documents élaborés pour la circonstance. Le ministère de l'Éducation nationale joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques éducatives et l'amélioration permanente du système scolaire de notre pays. L'objectif général de cette stratégie de communication est de promouvoir une bonne communication interne et externe en vue d'assurer une visibilité des actions du département, tout en œuvrant au renforcement du climat social entre les départements et les partenaires sociaux. Cette stratégie de communication inclura toutes les langues parlées au Mali, avec un accent particulier sur les langues officielles. Pour y parvenir, toutes les compétences seront mises à contribution. Journalistes, communicateurs, enseignants, artistes, linguistes, graphistes, informaticiens, traducteurs, producteurs audiovisuels, chacun évidemment, vous l'avez compris, il jouera un rôle essentiel. Nous devons parler à tous les Maliens dans toutes les langues du pays et par tous les canaux possibles. La démarche se veut donc une innovation majeure ayant pour but d'instaurer une éducation scolaire plus inclusive et performante. Le document, une fois validé, servira de boussole pour les acteurs dans la mise en œuvre des actions conformément à un chronogramme. 80e anniversaire des Nations Unies, ce 24 octobre. Cette date marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de l'organisation. Le thème retenu est « Construisons l'avenir ensemble ». Les temps forts avec Awadama Koulibaly et Tchédje Kamara. 8 et 0, 2 chiffres, un symbole. 80 ans d'espoir, de désillusion, de négociation et de résilience. Depuis 1945, l'Organisation des Nations Unies tente de maintenir le fragile équilibre d'un monde en perpétuelle mutation. Le Mali abrite une trentaine d'entités de l'organisation depuis 1960 et en 65 ans de collaboration, l'appui et l'accompagnement restent les seuls mots d'ordre de chaque action entreprise. Le thème choisi pour le Mali consolide ce pacte universel. Construisons l'avenir du Mali ensemble. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un engagement partagé, celui de bâtir aux côtés des autorités et du peuple malien un avenir fondé sur la paix, la stabilité et le développement durable. Notre partenariat est fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté nationale et la volonté commune de bâtir un meilleur avenir pour tous les Maliens. Malgré sa vision universelle, son engagement constant et des avancées indéniables, l'Organisation des Nations Unies, 80 ans après l'entrée en vigueur de sa charte, fait face à une ère de défis. Beaucoup reste à faire pour réaliser ne serait-ce que l'objectif principal des Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. À 5 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, force est de constater que le compte n'y est pas encore. La préservation des droits de l'homme, troisième objectif des Nations Unies, est malheureusement confronté à une instrumentalisation pour des raisons politiques. Tous ces défis, et singulièrement le déclin du multilatéralisme, appellent une réforme en profondeur de notre organisation commune et des autres structures de la gouvernance mondiale, y compris les institutions financières internationales. Pour joindre l'utile au plaisant, un match féminin a opposé le ministère des Affaires étrangères à ONU Femmes.
Et comme l'exception confirme la règle, les deux équipes ont toutes remporté le match. Car, disait le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, entre le gouvernement et une organisation non gouvernementale, il n'y a pas de perdant, même si l'équipe de son ministère est la première équipe gagnante. Du 29 au 30 novembre 2025, les fidèles chrétiens effectueront le pèlerinage catholique de Kita pour l'année 2025. Le thème retenu est Pèlerin de l'Espérance. Une mission conjointe, un ministère en charge des affaires religieuses et gouvernorat de Kita était sur place pour voir si tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins. Au RTM Kita, Mahamadi Alioubari. Cette mission précurseur du ministère des Affaires religieuses, de culte et de coutume dans la capitale de l'Arachide a pour objectif de constater de visu les infrastructures devant abriter le 54e pèlerinage chrétien catholique. Pour cette initiative, la délégation a visité le cimetière chrétien, le sanctuaire de la paroisse Notre-Dame au Rosaire, le logement de pèlerins, les bâtiments de ce haut lieu de culture, en passant à la colline Sainte-Mariale. Les travaux ont commencé, vous-même vous avez vu, vous avez constaté les travaux et tout est mis en œuvre. Les rencontres préparatoires, nous sommes en train de faire avec l'équipe pastorale. À notre passage, le constat qui se dégage est que la commission d'organisation est à pied d'œuvre pour assainir tous les lieux de culte et les espaces réservés pour cette 54e édition du pèlerinage chrétien catholique. L'appel qu'on a lancé, c'est de demander à tous les chrétiens vraiment de s'y impliquer. Parce que ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou bien d'une seule localité. Donc nous demandons à tous les chrétiens de pouvoir s'impliquer pour qu'on puisse vraiment trouver une solution définitive à ces choses-là, pour que le site de pèlerinage de Kita soit une référence au Mali ici. L'occasion nous est donnée de remercier et féliciter le ministère en charge du culte pour l'organisation de ce pèlerinage chrétien à Kita et cette mission préparatoire du ministère que nous accompagnons pour nous assurer de la viabilité de tous les sites qui vont être concernés par ce pèlerinage, mais aussi que les forces de défense et de sécurité de la région de Kita prennent connaissance des lieux et, à travers un cadre d'ordre bien réfléchi, prennent en charge les questions sécuritaires. Nous redoublons de vigilance et nous conseillons à toute la population, à tous les croyants, de redoubler de vigilance cette année afin que le pèlerinage se passe bien. Cette 54e édition du pèlerinage catholique et chrétien est organisée sous le thème Pèlerin de l'Espérance. Le pèlerinage se déroulera du 22 au 23 novembre 2025 dans la capitale de l'Arachide. Et à Tombouctou, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali a tenu sa cérémonie de labellisation des communautés favorables aux pratiques familiales essentielles. Une occasion pour les acteurs du projet de dresser le bilan des réalisations. Reportage à Najim Babassissé et Alou Koulibaly. Durant sa mise en œuvre, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, à travers sa composante 3, a mené des activités phares dans des communes des régions de Tombouctou et de Taoudéni via son volet communication, notamment des tables rondes radiophoniques, la diffusion des spots radiophoniques, la formation et l'engagement des jeunes en photo et vidéo, les caravanes communautaires de sensibilisation et la production d'une série d'émissions publiques en partenariat avec l'ORTM et les radios de proximité. Cette composante est mise en œuvre par l'UNICEF et son partenaire, le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement, qui se félicite des résultats atteints. Nous avons observé, entre autres, une meilleure adoption des pratiques d'hygiène et de lavage des mains au savon, un recours accru aux services de santé, notamment pour les consultations prénatales et la vaccination des enfants, un engagement plus fort des leaders religieux et traditionnels dans la promotion des pratiques essentielles. Grâce à la mise en œuvre assurée par l'ONG SIOD et à la coordination efficace de la Direction régionale du développement social et solidaire, de l'économie solidaire, le projet a pu ancrer les PFE dans les dynamiques communautaires locales en renforçant la résilience des familles et les droits des enfants. Cette cérémonie chargée de déclarations et d'engagement est le lieu approprié pour les différents acteurs et responsables pour affirmer sans embâche leur satisfaction au vu des résultats engrangés dans la communauté. À ce jour, 23 511 bénéficiaires ont été accompagnés à travers les AGR et les TP-IMO. Le PAFEM est une initiative du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale visant à améliorer l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement, à soutenir l'entrepreneuriat en particulier chez les jeunes et les femmes et à créer des emplois. Au nom de Monsieur le Gouverneur,
de remercier les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La mise en œuvre des activités du PAFEM a contribué également à rehausser le niveau de revenus de nos communautés. Une séance de sensibilisation par les Mamayelais sur les gestes appropriés de l'allaitement maternel, la remise d'attestation et du label aux secrétaires généraux des communes et la découverte de la plaque commémorative étaient entre autres temps forts de cette cérémonie. Une mission du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation séjourne à Bandiagara et c'est pour donner les informations précises sur la régularisation des agents de l'État non enrôlés ou concernés par des erreurs dans le système d'identification administrative. Reportage à Guibo Koulibaly et Mahamadou Sidibé. La mission a rencontré les directeurs régionaux de Bandiagara. La séance s'inscrit dans la politique de transparence et de bonne gouvernance prônée par les autorités du pays. Chaque responsable administratif a présenté la situation de ses agents non enrôlés. L'objet de la rencontre ici à Bandiagara, c'est dans le cadre des activités du déroulement de l'enrôlement des fonctionnaires de l'État, communément appelé SIGRH, le système intégré de gestion des ressources humaines. C'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cette rencontre-là avec les chefs services régionaux de la région de Bandiagara pour passer la vraie information. Les préoccupations soulignées par les différents intervenants sont d'ordre administratif. Sur le terrain, 2 équipes sont déjà à pied d'œuvre pour faciliter les opérations. Nous avons remarqué comme quoi, depuis le début de cette opération, les gens ne viennent pas massivement, alors que c'est une opération d'une telle ampleur qui ne mérite pas d'être négligée. Donc pour ce faire, nous demandons à tout un chacun de faire le nécessaire pour que nous accomplissions cette tâche commune. Donc vraiment de ne pas laisser ces situations-là jusqu'à la dernière minute. Quiconque se laisse à la dernière minute risque d'être sanctionné par la suspension des salaires encore une fois. Si nous avons surtout un message à passer, c'est de dire aux agents qui ont eu le salaire suspendu que cette opération leur concerne directement. Selon Moussa Bala Dambélé, chef de mission du SIG-RH, la régularisation des agents est un devoir de justice administrative. Il a invité les services à plus de rigueur pour un fichier de l'État fiable et assaini. Actualité régionale toujours et nous nous rendons à Sikasso. Sur place, le bureau de zone UNICEF de Sikasso, soutenu par la mairie de la commune urbaine, met à la disposition une enveloppe de 72 millions de francs CFA pour la reconstruction complète de l'école Makuranisse et les élèves et enseignants attendent impatiemment les 60 jours délai d'exécution des travaux pour retrouver un établissement fonctionnel et propice à l'apprentissage. Compte rendu, Mousokoro Sérime et Daouda Konate. Ce sont les fondations d'un futur meilleur et d'un cadre d'apprentissage digne qui sont ainsi posées pour le grand bonheur des élèves de l'école Makuranisse, un établissement créé en 1971 et jusqu'ici en état de dégradation très avancé. Un acte symbolique porté par l'engagement et la volonté commune des autorités régionales et de leurs partenaires à garantir à chaque enfant un accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr. Je suis une maman comblée aujourd'hui. Au mois de novembre 2024, on est passé ici et suite aux instructions de nos plus hautes autorités pour voir les établissements devant démarrer l'année scolaire à cause des inondations. Donc c'est ce jour effectivement qu'on a constaté que l'école Makuranisse était dans un état de dégradation vraiment très avancé. Demandons au chef de quartier d'être aux côtés de l'entreprise et de veiller à l'utilisation des bons matériaux. Parce que nous voulons que ces infrastructures puissent durer. On peut avoir de beaux enseignants qualifiés, mais tant qu'on n'a pas de beaux bâtiments, je ne pense pas qu'on aura un enseignement de qualité. Ce qui est bon et que l'UNICEF a apprécié particulièrement dans pas mal de projets dans Sikasso, c'est la participation communautaire. Et nous réitérons que cette participation communautaire puisse contribuer parce que ça attire le financement aussi. Tout simplement parce que ça crée l'appropriation et ça crée la pérennisation des infrastructures.
La réalisation de ce projet prévoit ainsi 2 blocs de 3 salles de classe, 2 blocs de 3 latrines et un bureau-magasin entièrement équipé. Son coût global est estimé à plus de 72 millions de francs CFA, dont une participation active de la mairie de la commune urbaine de Sikasso à hauteur de 13 421 000 francs CFA. Cette synergie d'action entre partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales et services déconcentrés de l'État est la clé d'un développement harmonieux de notre système éducatif. Les travaux de reconstruction de l'école Mankouranissé ont été confiés à l'entreprise GMBTP qui dispose d'un délai de 2 mois pour mener à bien ces chantiers cruciaux pour la communauté. Désormais, dans vos librairies Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir est un livre de 97 pages écrit sous forme de guide pour informer, orienter et conseiller les chefs d'entreprise. Ce livre est un recueil d'informations utiles, d'analyses pertinentes et de conseils pratiques. Il donne des informations précises et concises sur l'environnement économique et l'écosystème entrepreneurial du Mali, propose des analyses pertinentes sur ce qui marche bien et ce qui marche moins, ainsi que sur les opportunités et les contraintes. L'auteur Hamidou Diko prodigue des conseils de bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance d'entreprise au Mali. C'est l'heure du sport dans cette édition et nous recevons Selagatou Sissi. Bonsoir Selagatou. Bonsoir Hariyatou Kone. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2026. Le Mali en déplacement à Praia a battu hier le Cap-Vert 1-0. Oui, le seul but est l'œuvre de Koumba Dembélé à la 81e minute. Les Aigles dames du Mali frappent ainsi un grand coup en vue du match retour ce mardi 28 octobre au stade du 26 mars. Les Cap-Verdiennes n'ont pas tenu devant les Aigles plus expérimentés. Le sélectionneur Birama Konaté est confiant pour la suite des opérations. Aux Aigles dames de consolider ce acquis et s'offrir le ticket de la CAN 2026 au Maroc. Et compétition africaine des clubs deuxième et dernier tour en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako est l'hôte ce dimanche des Mauritaniens du FC Nouadhibou. Coup d'envoi 16h au stade du 26 mars. À l'aller, les deux équipes s'étaient neutralisées. Un but partout. C'était un match capital pour le Stade malien de Bamako dans l'optique de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce qui sera une première historique pour les Blancs. On écoute le milieu Hamma Mandia et l'entraîneur Moril Messak Njoya. C'est un match qui va faire rentrer les joueurs et le club dans l'histoire. Ça sera une première, donc nous sommes vraiment motivés pour entamer ce match. Nous sommes là en train de se préparer pour entamer ce match retour. Bien vrai qu'on a pu marquer là-bas, on pouvait faire encore mieux. Pendant la première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Bon, finalement, nous en avons concrétisé qu'un. Voilà, on va continuer à travailler ici. Nous jouons pour l'honneur du Mali, nous jouons pour l'honneur du stade malien, pour nos spectateurs, pour nos dirigeants, pour nos supporters. Quand tout le monde est derrière vous et que vous pensez au drapeau national, aucune erreur n'est permise, surtout que nous jouons à domicile. Voilà, en Coupe de la Confédération, le Djoliba reçoit également ce dimanche les Burkinabés de l'USFA. Le match débute à 16h au stade Mamadou Konati. À l'aller, le Djoliba est allé battre à Ouagadougou l'USFA 1-0. Cette victoire met les Rouges dans de bonnes dispositions. C'est l'avis de l'entraîneur Boudo Mori et du capitaine Alou Doumbia au micro de notre reporter Fotiki Tunkara. Nous sommes dans le même état d'esprit que celui du Burkina. Au Burkina, on avait la ferme conviction de gagner. Et puis Dieu merci, c'est passé. Quand on a fini ce match, nous avons dit aux jeunes qu'on repasse sur 50-50. C'est-à-dire que chaque équipe a encore sa possibilité de se qualifier. Nous allons essayer de parachever le travail entamé au Burkina ici. C'est de mettre de l'intensité, de mettre de l'impact. Pour savoir se jouer, c'est une équipe qui joue engagée, qui met de l'impact. Donc il va falloir qu'on soit à ce niveau-là capable de répondre et puis ensuite mettre de la technicité avec un peu plus d'intelligence. Voilà, nous avons les hommes pour. Nous essayons de mieux les préparer. Mentalement, physiquement, aussi tactiquement, parce que c'est un match qui va se jouer aussi tactiquement, pour espérer obtenir gain de cause. Le mot d'ordre, c'est d'assurer la qualification chez nous. À l'extérieur, on a pris une belle avance, mais on va essayer de consolider cette avance ici chez nous à domicile. Stade
de Bamako, FC Nouadhibou à 16h au stade du 26 mars et Djoliba AC USFA du Burkina Faso à 16h au stade de Mamadou Konaté. 2 rendez-vous à suivre en direct et en intégralité sur la radio nationale du Mali. Le rendez-vous est pris. Et enfin, volleyball, la Fédération malienne de la discipline a organisé cet après-midi une activité dite Journée des enfants dotée de trophées Habib Sissoko. Moment de brassage et de fête. Cette journée dédiée aux enfants a regroupé les centres de formation de Bamako et de Kati pour promouvoir le volley à la base. Cette compétition est dotée du trophée Habib Sissoko, le président du comité national olympique et sportif du Mali. Le compte rendu avec Abdul Karim Kaba. Pendant une journée, environ 300 enfants se sont donné rendez-vous au terrain du boulevard de l'Indépendance pour célébrer le volleyball. Cette journée concerne les enfants âgés de 8 à 12 ans sélectionnés minutieusement par la Fédération malienne de volleyball. Les équipes sont le centre de formation de volleyball de Daoudabougou, la commune 4, la commune 5, l'équipe de Kati et les 1008 logements. Cette année, l'école Marif participe comme invité d'honneur. La finale des filles oppose l'AS Commune 4 au centre de formation de volleyball de Daoudabougou. Après le premier set facile pour la communade, les centres de formation de volleyball de Daoudabougou gagnent le deuxième acte et s'imposent au tie-break. Chez le garçon, l'AS Commune 4 l'emporte 2-7-0 face à l'AS Commune 5 Volleyball Club. Doté du trophée Habib Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali, la journée des enfants de la Fédération malienne de volleyball sert de détection et de promotion de développement de la discipline à la base. Tous les ans, nous regroupons tous les centres qui sont au niveau de Bamako plus Kati. Et cette année, nous avons eu à avoir un invité spécial qui est les écoles Marif de Badlabougou qui sont venus compléter nos centres. Et nous sommes très heureux de voir que chaque fois que nous organisons cette compétition, nous détectons des réels talents au niveau du Mali en termes de volleyball et nous espérons que nous allons continuer ce développement. Pour cette journée des enfants de la Fédération malienne de volleyball, il n'y a pas de perdants ni de gagnants. C'est le volleyball malien qui gagne. En guise de bonus, chaque équipe en filles et garçons a eu un jeu de Mao. Merci Siragatou. Je vous en prie. Et à demain pour un autre point de l'actualité sportive. Voilà qui met un terme à ce journal. Prochain rendez-vous, c'est demain, 13h, avec Abibatou Koyandiakité. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour la grande édition, Dieu voulant. Et c'est ensemble, dans la fraternité et la dignité, que nous relèverons notre nation et ouvrirons la voie à un avenir meilleur pour tous. Conseil de nos grands-pères, le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères.